Bonjour et bienvenue chez Volta. Je m'appelle Ignacio Molina, je suis conseiller en technologie chez Volta. Eh bien, nous allons directement plonger dans le sujet du jour qui est le nouveau RJE. D'abord, table des matières, nous allons parler de l'ancien RJE et vous rappeler rapidement sa chronologie, ses différents changements, modifications au cours du temps et de la restructuration phase 1. Pourquoi phase 1? Parce qu'il y a une phase 2 qui est en cours. Hein. Donc également, et finalement, le nouveau RJE. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer uniquement au livre 1 qui va parler de la basse tension et de la très basse tension, mais je suis persuadé que c'est ces tensions-là qui vous intéressent. Donc voilà, je commence. Donc au niveau de l'ancien RJE, pour rappel, sa première version date de 1981, donc ça va faire bientôt 39 ans. Il était donc temps de modifier quelques points, de l'améliorer vu l'évolution de la technologie. Donc c'était une série de textes qui étaient à chaque fois homologués par la loi par divers arrêtés royaux. Et donc sa gestion était assurée par différents groupes, notamment le groupe de travail mixte 86 sous la présidence du SPF Économie et également d'autres, je dirais, représentants, notamment les membres du CPE, le CPE, le ministère de la Défense nationale, le chemin de fer, les fabricants, les installateurs et Volta représentent entre autres parmi les représentants des installateurs, ainsi que les distributeurs d'énergie électrique, ainsi que d'autres groupes tels que le comité électrotechnique permanent, le Conseil supérieur de la prévention des incendies, etc., jusqu'à la Commission européenne. Pour l'ancien RJE, vous savez tous qu'il était essentiellement composé d'articles, 275 à l'origine et 279 aujourd'hui. Et cela va changer. Donc on a rechangé toute la structure dans le nouveau RJE. Je vais vous montrer cela. Il était temps de changer parce qu'il y avait des erreurs, il a fallu éliminer les ambiguïtés, la structure n'était pas conviviale, donc c'était une série d'articles qui n'avaient pas beaucoup de logique et il a fallu également éliminer et éviter des conflits avec d'autres réglementations. Donc comme je vous disais, phase 1, qui n'est pas encore tout à fait terminée, et il y a une phase 2 qui va encore suivre après, donc c'est un travail de longue haleine et des corrections continues. Donc la phase 1 a débuté avec un contrat gouvernemental en 2012 qui a demandé de restructurer selon la norme internationale CEI 60364. CEI, c'est la Commission électrotechnique internationale. Vous verrez que c'est une structure beaucoup plus, je dirais, logique et normalement beaucoup plus facile à utiliser pour s'y retrouver. Donc il y a eu effectivement des copier-coller de textes existants. Le but, ce n'était pas de faire la révolution totale et de tout changer. Bon, il y a des textes qui étaient bien faits, qui sont restés et qu'on a remis, je dirais, à la bonne place. Des petits ajustements, changements sans impact. Et donc, il n'y a plus un livre, mais maintenant 3 livres. Donc, vous avez le premier dont on va parler aujourd'hui qui concerne la basse tension et la très basse tension. Donc, toutes les tensions alternatives inférieures ou égales à 1000 volts et inférieures ou égales à 1500 volts continus. Le livre 2, lui, parle des installations haute tension pour les tensions
au-dessus des tensions que je viens de citer. Et le troisième livre concerne les installations pour le transport et la distribution de l'électricité. Donc, les discussions ont débuté au sein du groupe de travail mixte 86 à partir de début 2017. Et donc, la première mission en 2017 était d'écrire un nouvel article 104, donc, qui concerne les mesures préventives contre l'incendie. Et ces travaux se sont achevés en février 2018. Donc, effectivement, il y a eu toute une série de consultations administratives au sein du CPE. Pour rappel, le CPE, c'est le Comité permanent de l'électricité, évidemment également au niveau de la Commission européenne. Le traitement de commentaires, des remarques se sont terminés mi-2019 et un arrêté royal a été publié pour ratifier ces 3 livres. Quand le 28 octobre et dans l'arrêté royal, il est dit qu'il sera d'application le premier jour du 8e mois après la publication au Moniteur belge. Donc, ça a été publié le 28 octobre, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, il sera d'application le 1er juin 2020. Au niveau des dispositions transitoires, sachez que les installations dont la réalisation, modification, extension est entamée après l'entrée en vigueur du présent livre, eh bien, ce sont les articles 1 à 9 qui sont d'application, sauf l'article 8. Pourquoi? Parce que l'article 8 concerne les installations existantes. Pour les installations qui sont en cours et qui ont été entamées avant l'entrée en vigueur du présent livre, eh bien, effectivement, ce sera la partie 8 qui sera d'application, puisqu'elle concernera les anciennes installations. Mais ça, je vais vous expliquer, je dirais, dans les slides qui vont suivre. Donc, au niveau de l'application, comment déterminer la date? Il en est de la responsabilité du demandeur du contrôle et non de l'organisme agréé. Et cette date est fixée par les études de devis, les attributions de marché. Donc, ce sont tous des documents qui vont servir de base pour, je dirais, prouver votre date d'installation. Bien sûr, il y aura quand même une tolérance d'application pour une période de 2 ans, jusqu'au 1er juin 2020. Donc, comme je disais, nouveau RJE dit nouvelle structure. Petite parenthèse, vous pouvez le télécharger gratuitement, c'est gratuit, sur le site du SPF Économie. Vous allez recevoir une copie de cette présentation et donc vous avez le lien qui est là. Et comme vous le voyez, vous avez toute une série de PDF que vous pouvez télécharger. Donc les 3 livres évidemment, plus les annexes. Les annexes, c'est l'arrêté royal, plus un tableau d'équivalence avec l'ancien RJE pour vous faciliter le travail. Donc, comme je disais, nouvelle structure, comme suit, et conforme à la norme CEI 60364. Donc, vous aurez un sommaire, un aperçu des figures, un aperçu des tableaux, et ensuite 9 parties. Donc, le nouveau RJE se compose de 9 parties que je vais voir avec vous ce matin, l'une après l'autre. Au niveau de sa structure toujours, donc ce sera des parties, on parlera de parties, de chapitres, de sections et de sous-sections. C'est relativement logique au niveau structure. Par exemple, je prends la dernière ligne, la sous-section
concernant la réparation, adjonction et modification. 1.4.1.4, eh bien, ça veut dire que nous parlons de la sous-section 4. Dans la section 1 du chapitre 1.4 qui concerne les principes fondamentaux et de la partie 1. Donc, si vous avez un texte qui est séparé, vous pouvez tout de suite, je dirais, logiquement voir d'où ça vient, de quel chapitre, de quelle section et surtout de quelle partie. Comme je vous disais, en annexe, vous allez recevoir un tableau de concordance entre l'ancien et le nouveau RJE. Je vous ai collé en dessous un article que vous connaissez tous, qui est l'article 104, concernant la protection contre l'incendie. Et qu'est-ce qu'on voit effectivement que par rapport au 104 de l'ancien RJE, vous avez toute une série de sous-sections. Et on voit aussi que logiquement, ça fait partie de la partie 4 du chapitre 4.3 de la section, donc le chapitre 4.3 concerne la protection contre les effets thermiques. La section 4.3.3 concerne la protection contre l'incendie. Et ensuite, vous avez 7 sous-sections parlant de l'article 104. Donc, je dirais avec un petit peu d'habitude, la structure est relativement simple. Donc, comme je vous disais, on va parler aujourd'hui essentiellement du livre 1 concernant la basse et la très basse tension. Je vais revoir toutes les parties, bien sûr en résumé, les points forts. Mais je commence pas dans l'ordre parce que ceci est un point important. Il s'agit de la section 6.4 concernant les contrôles de conformité. Et ça, c'est nouveau et très important. Donc, toute installation à basse ou très basse tension seront contrôlées, ce qui n'était pas le cas auparavant. Excepté, bien sûr, les installations à très basse tension continuent alimentées exclusivement par des piles. Effectivement, on ne va pas commencer à faire du contrôle de gros appareils fonctionnant sur piles, mais toute installation très basse tension sera dorénavant contrôlée, ainsi que, effectivement, cellules photovoltaïques ou autres sources similaires. Ce qui n'était pas le cas auparavant, comme je le disais, dans l'ancien RJE, et cela concernait l'article 270. Et effectivement, on constate qu'avec l'évolution de la technologie, vous avez l'IoT, Internet of Things, tout ce qui concerne l'éclairage connecté, notamment l'éclairage LED, donc il y a de plus en plus d'installations avec cela également. Le PoE, donc Power over Ethernet, sachez qu'avec le PoE, on arrive maintenant à alimenter via le câble Ethernet des appareils qui font 100 watts avec du 57 volts continu. Donc tout ce qui est choix au niveau des influences externes, effectivement, doit être contrôlé. Je vais y revenir dans le slide qui vont suivre. Donc voilà, là maintenant nous commençons avec la partie 1 qui concerne les prescriptions générales pour le matériel et les installations électriques. Donc, comme je disais, les installations très basse tension doivent être contrôlées. Mais afin d'éviter à la demande d'ALIA, ALIA pour rappel, c'est l'association belge qui représente le secteur de la sécurité électronique, il y a quand même une série d'exceptions au niveau domaine d'application. Donc, pour les installations informatiques, installation de traitement de données, installation de télétransmission et installation à très basse tension qui tombe sous la loi de la réglementation de la sécurité privée. Donc, par exemple, détection d'intrusion, détection d'incendie, caméra de surveillance. Donc, comme je dis, au niveau domaine d'application, mais au niveau, si je reviens en arrière, au niveau des influences externes, là, elles seront contrôlées. Donc, vous voyez la nuance?
Et voilà, on y arrive. Donc, afin de pouvoir permettre de mettre en évidence le mauvais choix et l'installation de matériel très basse tension et en réponse aux influences externes, eh bien, les prescriptions sont applicables au niveau influence externe, je le répète, au niveau du choix et à la mise en œuvre d'appareils fixes dans les installations informatiques, traitement de données, etc. Détection intrusion, détection incendie, caméra de surveillance, etc. En ce qui concerne encore les influences externes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites une installation dans une zone ATEX, donc avec atmosphère explosive, eh bien, il faut que votre installation, même si c'est une installation informatique ou une installation LED, doit être conforme au milieu ATEX. C'est ça en fait que ça veut dire. Donc au niveau de l'ancien RJE, il n'y avait rien à ce sujet. Je passe à la partie 2 au niveau des termes et définitions pour les installations électriques domestiques. Donc on parle soit une installation électrique composée d'une ou plusieurs unités d'installation qui alimentent une unité d'habitation ou les parties communes d'un ensemble résidentiel. Dans l'ancien RJE, on parlait de soit une installation électrique composée d'une ou plusieurs unités d'installation qui alimentent soit une unité d'habitation, soit une unité de travail domestique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes, par exemple, vous avez le boulanger et son épouse qui travaillent qui ont un magasin juste à côté de leur installation domestique, eh bien, celle-ci ne sera plus considérée comme unité de travail. Et elle n'est plus définie en tant qu'installation domestique. Cela change quoi? Eh bien, que la périodicité des visites de contrôle pour la partie commerciale se fera tous les 5 ans au lieu des 25 ans comme ce l'était auparavant. Il y a eu également une suite de corrections, pas trop, mais il y en avait quand même, d'erreurs. Notamment ici, on voit pour le schéma TNC, on voit très bien la fonction neutre et de protection qui sont combinées en un seul conducteur. Si on regarde dans l'ancien RJE, nous avions ce schéma-là, qui est faux en fait. Ceci ne montre pas explicitement les fonctions neutres et de protection qui sont combinées en un seul conducteur. Donc, correction a été faite. Partie 2 toujours, au niveau des serrures de sécurité, ne sont pas considérées, là on est très explicite au niveau du nouveau RJE, n'est pas considéré comme serrure de sécurité, des serrures qui peuvent être ouvertes avec une clé universelle, des serrures qui peuvent être ouvertes facilement à l'aide d'un outil à main. Et on donne des exemples concrets. Donc, exemple de serrures qui ne sont pas des serrures de sécurité, eh bien, vous avez la serrure à double paneton, la serrure à clé triangulaire, serrure à clé carrée ne sont plus considérées comme des serrures de sécurité. Dans l'ancien RJE, ceci n'était pas défini. Au niveau des canalisations, on spécifie un conducteur ou câble isolé installé séparément. Il faut effectivement que sa distance par rapport aux autres câbles ou conducteurs soit supérieure ou égale à 20 mm. Si c'est moins, eh bien, ils sont considérés comme faisant partie du faisceau ou de la nappe. Cela n'était pas défini dans l'ancien RJE. Conclusion, plus de clarté. Concernant la modification importante ou extension importante, donc modification ou extension d'une installation électrique qui a un impact supplémentaire sur la sécurité des personnes et des biens, et on donne effectivement des exemples de modifications importantes.
ou d'extension importante, modification du schéma de la mise à terre, dépassement de la puissance de court-circuit admissible, remplacement non identique d'un tableau, ajout d'un circuit dans une installation domestique, etc. Dans l'ancien RJE, on disait nouveau circuit à partir du tableau de distribution. Donc, on est beaucoup plus explicite et plus précis au niveau du nouveau RJE. Donc, tout ce qui est en italique, ce sont les textes tels qu'ils sont mentionnés et, dans le nouveau RJE. Ce qui n'est pas en italique et notamment en vert concerne les commentaires de Volta au sujet de ces textes. Voilà, nous passons maintenant à la partie 3 concernant la détermination des caractéristiques générales des installations électriques. Donc, concernant les installations domestiques, si d'application, ça, il n'y a pas de changement, les schémas unifilaires et les plans de position sont complétés d'une ou d'un liste des voies d'évacuation et des lieux d'évacuation difficiles, du plan des installations de sécurité ou installations critiques, ainsi que leur liste. Pour rappel, installation de sécurité concerne, on parle de sauver des vies au niveau installation de sécurité. Pour les installations critiques, on sauve des intérêts économiques. Exemple, une ligne de production chez Audi, à Forêt, concerne une installation critique. Un système d'alarme et d'évacuation ou d'éclairage de secours concerne une installation de sécurité. Et donc, ces installations sont identifiées de manière univoque sur les schémas unifilaires. Installation électrique non domestique. Toute installation électrique fait l'objet d'un ou plusieurs schémas de circuit, plan de position de mise de terre, de prise de terre, etc., etc., ainsi que la liste des voies d'évacuation et des lieux à évacuation difficiles, des plans des installations et la liste des installations de sécurité et ou critiques, dont on en revient. Partie 3 toujours, pour les installations non domestiques, le propriétaire d'une canalisation électrique souterraine doit tenir à disposition les plans des canalisations souterraines ou à défaut de donner les indications nécessaires pour la localiser. Si nécessaire, ces documents plans sont complétés par des schémas fonctionnels, schémas d'exécution et des plans d'ensemble des équipements. Donc, conclusion, une liste complète des documents est requise dans le fichier électrique pour les installations non domestiques. Partie 3 toujours, compte tenu des schémas de circuit au niveau domestique, les schémas unifilaires reprennent toute une série de paramètres que vous voyez là, dont les machines et appareils fixes. Alors, qu'est-ce qu'une machine et appareil fixe? C'est une machine ou appareil qui est scellé ou qui est considéré comme difficilement déplaçable. Donc, un petit frigo, effectivement, n'est pas dedans. Je dirais, pour une meilleure compréhension, toute machine ou appareil qui demande un circuit dédié est considéré comme machine ou appareil fixe. Alors, compte tenu des schémas de circuit pour le non domestique, les schémas reprennent au moins, et alors effectivement, vous avez toute la série, tension nominale, schéma de mise à la terre, courant de court-circuit, les caractéristiques des sources, s'il s'agit d'alternateurs, de transformateurs, convertisseurs, etc., et notamment la puissance apparente, tension nominale, les courants nominaux et impédance si disponible. Je ne vais pas trop vite? Ça va? Compte tenu des schémas des circuits, pour le non domestique,
les caractéristiques des canalisations électriques, y compris les conducteurs de protection, caractéristiques des dispositifs de production. Je ne vais pas tout vous lire, hein, effectivement, je repasse en revue rapidement. Les caractéristiques interrupteurs, interrupteurs sectionnaires, contacteurs, ça n'a pas grand changement. Et également, comme on a dit, les installations de sécurité et critiques sont identifiées de manière univoque sur les schémas de circuit. Au niveau du contenu des plans de position, pour le domestique, les plans de position indiquent les tableaux, évidemment, boîte de connexion, boîte de dérivation, socle, point lumineux, et on revient aux machines et appareils fixes, dont mention est faite sur le schéma unifilaire. Partie 3, toujours concernant le contenu des plans de position pour le non domestique. Voilà, on retrouve à peu près la même chose. Hein. Plan de position indique tableau de répartition, socle, prise au courant, interrupteur, point lumineux, appareil, machine et appareil fixe, dont mention est faite sur le schéma des circuits. Les socles de prise de courant, les interrupteurs, les points lumineux, les machines et appareils fixes ne doivent pas apparaître sur le plan si leur tracé est clairement identifié et facilement identifiable. Donc ça, c'est pour le non domestique. On est un peu plus large. Au niveau du repérage et indications, repérage des circuits pour permettre l'identification des canalisations électriques, il est fait usage, si cela est indispensable, de repérages qui sont repérés de distance en distance. Au niveau des systèmes de support qui présentent en combinaison avec des canalisations électriques la caractéristique FR2 ou caractéristiques équivalentes sont pourvues d'un repérage adéquat qui mentionne l'imposition d'utiliser uniquement des canalisations électriques qui ont aussi la caractéristique FR2 ou FR1 et qui reprend leur poids admissible par mètre courant. Évidemment, ces informations vous sont données par les fabricants de câbles. Donc, conclusion, seules les canalisations FR1 ou FR2 peuvent être installées sans dépasser le poids autorisé par mètre courant et spécifié par le fabricant du cadre de support. Repérage et indication au niveau des tableaux de répartition. Pour le non domestique, les tableaux de répartition et de manœuvre sont repérés de manière claire, visible et indélébile et portent effectivement toutes ces informations, dont le numéro d'identification, tension d'alimentation, le schéma de mise à la terre, courant de court-circuit présumé et la technique de filiation. Vous avez ici une belle définition de ce qu'est la technique de filiation, mais j'ai un tableau qui est beaucoup plus parlant, qui se trouve ici. Et donc, en fait, c'est quoi? Vous avez deux disjoncteurs hein, dans un circuit. Eh bien, si le disjoncteur B n'a qu'un courant de coupure ultime de 10 000 ampères, eh bien, le fait d'être en combinaison avec le disjoncteur A placé en amont, eh bien, fait que son pouvoir de coupure est augmenté et va jusqu'à 30 000 ampères. C'est une technique qui est effectivement acceptée. Par contre, il faut que ce soit le même fabricant, donc cela vient du même fabricant. Donc si vous faites un remplacement sur un tableau et effectivement qu'il y a cette technique de filiation et que vous remplacez un disjoncteur, effectivement le disjoncteur B d'un fabricant différent que le disjoncteur A, attention, ce n'est plus garanti en tant que technique de filiation.
Au niveau des chocs électriques par contact direct dans les lieux ordinaires et accessibles au public. Dans les lieux ordinaires accessibles au public, les parties constitutives des enveloppes et obstacles sont telles qu'elles ne peuvent pas être démontées de l'extérieur. Là où les portes qu'ils comportent sont fermées au moyen d'une serrure de sécurité. Vous avez vu ce qui n'était pas une serrure de sécurité, donc attention. Ou de tout autre système de fermeture présentant au moins les mêmes garanties. Il est cependant autorisé de placer des serrures qui ne sont pas considérées comme des serrures de sécurité, à condition que vous soyez à une hauteur minimale de 2,50 m et effectivement qu'il n'y ait pas accès au tableau. Évidemment, si vous mettez ça à côté d'un balcon, ça ne va pas être accepté. Mais donc, s'il n'y a pas d'accès, effectivement, à une hauteur de 2,50 m, c'est accepté. Et également qu'il existe un ou des écrans intérieurs qui ont au moins un degré de protection IPXXB. Le B concerne quoi? Eh bien, la lettre B est une protection contre l'accès avec le doigt. Donc, le doigt d'essai théorique est de 12 mm de diamètre et de 80 mm de long. Soit effectivement que le matériel électrique soit installé dans un lieu technique uniquement accessible à des BA4 et BA5. Au sujet des protections contre les chocs électriques par contact indirect pour le domestique, différentiel maximum 300 milli, ben là il n'y a pas de changement placé à l'origine de l'installation électrique. Dans le cas d'une modification importante ou d'une extension importante dans une ancienne installation électrique domestique, le dispositif de protection doit protéger l'ensemble de l'installation. Il est autorisé de ne pas placer de dispositif de protection à courant différentiel pour les circuits de sécurité et critiques. Et là, nous en arrivons aux mesures de protection contre l'incendie, le fameux ancien article 104. Un petit rappel chronologique et ces dernières mises à jour successives. Donc en 2013, arrêté royal modifiant toute une série d'articles, dont le 104, et permettant une courte période de transition de 3 mois pour les projets en cours, et qui incluait déjà pour les protections contre l'incendie les câbles fixes de données et de signaux. Cela était nouveau à ce moment-là. Par contre, le maintien fonctionnel d'un circuit, c'est-à-dire câble plus son support plus le montage, ne correspondait encore à ce moment-là pas à une norme européenne bien définie. C'est le cas maintenant avec le nouveau RJE. Donc les circuits vitaux devaient rester 1 heure opérationnels pendant au moins 1 heure. Bon, effectivement, si vous avez une structure en acier, c'est difficile à réaliser puisque en cas de feu, vous savez qu'une structure en acier, elle va fondre avant 1 heure. Donc, ce n'était pas, je dirais, très clair. Aucune interruption automatique des circuits vitaux en cas de premier défaut à la terre, mais on n'excluait pas les réseaux TN ou TT, c'était contradictoire. Au niveau du câblage avec marquage SA et SD, pour rappel, SA n'émet pas de gaz corrosif, le câble SD n'émet pas de gaz opaque. Dans les locaux ou lieux avec des facteurs d'influence externes BD2, BD3 et BD4. Donc, pour rappel, BD2, c'est local à évacuation longue. Le BD3, évacuation encombrée.
et le BD4, évacuation longue et encombrée. Et à partir de juillet 2017, une nouvelle classe des câbles et conducteurs concernant la réaction au feu est sortie et ils sont dorénavant conformes à la norme EN 50575. Mais il n'y avait pas de compatibilité à 100%. Il y a un tableau qui a suivi que je vais vous montrer dans les slides qui suivent. Donc, un petit rappel des câbles. Donc, réaction primaire au feu, on parle de câbles F et S, first et second. Donc, le F1 est un câble qui ne propage pas la flamme et s'éteint par lui-même. Et le F2, c'est la même chose, mais en faisceau et en position verticale. Donc, au niveau de la réaction secondaire au feu, nous parlions, puisque la norme va changer la détermination de ces câbles, de câbles SD et SA. Donc, câble SD n'émet pas de gaz opaque et câble SA n'émet pas de gaz corrosif. Et ensuite, vous avez les câbles présentant une résistance au feu, donc les fameux FR1 et FR2, donc, qui assurent le fonctionnement malgré le foyer d'incendie. Donc le FR1, pour rappel, c'est test en laboratoire et le FR2 concerne le câble testé avec son support et fixation. Et voici le fameux tableau donc, qui est sorti, qui a été publié par la note 74 en 2016, le tableau de correspondance entre les anciens et les nouvelles classifications selon la norme 50575. Donc le F1 devient ECA, le F2 devient CCA, le câble SA devient A1 et le câble SD devient S1. Mais à ce moment-là, on disait que leur utilisation pouvait être poursuivie sans limitation dans le temps. Cela va changer avec le nouveau RJE. Mesures de protection contre l'incendie toujours au niveau des généralités. Dispositions visées dans cette section s'appliquent à chaque lieu et à chaque installation électrique, comme par exemple des installations fixes, temporaires, intérieures, extérieures, mobiles ou transportables. Donc effectivement, le but ici est de prévenir, limiter l'apparition, les conséquences et la propagation du feu. Et idem pour les installations de sécurité et critiques, il faut effectivement des mesures de protection complémentaires pour ce type d'installation. Alors vous avez également des définitions de ce qu'est un ouvrage de construction, un bâtiment, un ouvrage de génie civil, compartiment, voie d'évacuation. Je ne vais pas tout vous lire, mais effectivement tout cela est bien spécifié dans le nouveau RJE. Au niveau de la protection contre l'incendie, donc il y a une classification du danger d'incendie qui est basée sur 3 influences externes. Vous avez la BE qui concerne la nature des matières traitées et entreposées. Vous avez la CA qui concerne les matériaux de construction. Et vous avez la CB qui concerne leur structure. On distingue 2 niveaux de danger possibles. Vous avez le niveau normal, le BE1 plus CA1 plus CB1. Attention, le plus c'est et, c'est pas ou. Donc ils doivent être en même temps BE1 et en même temps CA1 et en même temps CB1. Généralement, lorsque vous avez un 1 derrière ces influences externes, on parle toujours de normal ou négligeable. Donc situation normale, par exemple une habitation tout à fait classique.
Considéré comme danger d'incendie accru, alors là on parle de BE2 et le BE2 concerne la nature des matières traitées et entreposées avec un risque d'incendie. L'exemple c'est la bibliothèque. Le BE3, vous avez un risque d'explosion, un entrepôt de matières chimiques par exemple. Vous avez le CA2 qui concerne donc les matériaux de construction. CA2, matériaux combustibles. L'exemple, c'est le chalet en bois. Et alors le CB2, lui, concerne la structure du bâtiment avec des risques de propagation d'incendie. Au niveau des lieux particuliers, on cite les lieux contenant des biens irremplaçables tels que des musées, collections d'objets d'art, etc. Et celle dans un lieu caractérisé par l'influence externe CB3. CB3 concerne les mouvements et le CB4 sont des lieux flexibles et instables. Donc, ils peuvent être réalisés sur base d'une analyse des risques, comme celle dans un lieu avec un danger d'incendie accru. Les lieux avec un transfo de puissance ou un générateur ne sont pas forcément des lieux considérés comme des lieux à danger d'incendie accru. Au niveau des mesures de protection toujours, dans la partie 4, incendie, réaction au feu cette fois-ci au niveau des câbles, des conducteurs. Ceux qui ont effectivement les anciennes classifications F1, F2, SA, SD peuvent uniquement être placés dans des conditions bien précises. Dans des installations électriques qui ne sont pas situées dans les bâtiments, qui ne sont pas situées dans les ouvrages de génie civil, les installations électriques d'un procédé industriel, et on définit vraiment ce qu'est le procédé industriel, donc destiné à fabriquer des produits en grande quantité. Les conducteurs qui entrent dans un bâtiment ou dans un ouvrage de génie civil, si les conditions suivantes sont respectées, il faut que leur longueur n'excède pas 10 mètres et que l'installation se limite au premier compartiment. Conclusion, eh bien, ça fait une grande limitation au niveau de ces anciens câbles. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont encore des stocks d'anciens câbles. Oui, donc avant le 1er juin, vous avez intérêt effectivement à les écouler. Ou bien vous aurez des restrictions, comme vous voyez, assez, je dirais, sévères. Donc, au niveau de la réaction au feu, on rappelle ce qu'est un processus industriel, chaîne d'assemblage notamment. Par contre, on stipule bien qu'une installation électrique qui assure le fonctionnement général d'un bâtiment ou d'un ouvrage de génie civil n'est pas considérée comme une installation électrique d'un procédé industriel. Idem pour les installations HVAC, LED, groupe électrogène, photovoltaïque, etc. Tout ça n'est pas considéré comme processus industriel. Je ne vais pas trop vite, ça va? Ok. Résistance au feu. Si toutes les parties constituantes d'un ensemble ont chacune la résistance au feu requise pour le maintien de la fonction, eh bien l'ensemble est considéré comme ayant une caractéristique équivalente à FR2. Ça me paraît clair. Donc, conclusion, les systèmes de support non standards peuvent être combinés avec n'importe quel câble résistant au feu. Ce n'était pas le cas.
et il ne s'agit pas uniquement de systèmes de support standard comme dans la norme DIN 4102-12. Donc, je dirais, suivez les instructions données par vos fabricants au niveau de la fixation du poids maximum par mètre linéaire. Tout conducteur ajouté ou câble ajouté au système de support qui est caractérisé FR2, effectivement, doit avoir au moins la caractéristique FR1 ou FR2. Au niveau de la protection contre l'incendie, toujours, c'est un point quand même important. Les conducteurs isolés et les câbles d'énergie sont au moins conformes aux dispositions 5, 2, 7, et ces dispositions concernent le classement de comportement au feu. Les câbles des installations enfichables aussi. Les câbles de communication informatique, technologie de l'information, de signalisation ou de commande doivent également répondre à cette prescription, c'est-à-dire choix et mise en œuvre pour limiter la propagation du feu. Au niveau des conducteurs isolés et les câbles visés au premier et deuxième alinéa, c'est-à-dire l'énergie, câble d'énergie et enfichable, ils doivent être au moins CA, on dit dorénavant, ou FR2 selon l'ancienne spec, l'ancienne classification. Pour les lieux BE3, et pour les modes de pose suivants, vide de construction, moulure, plinthe, chambranle, constitués de matériaux combustibles. Au niveau des lieux présentant un danger d'incendie accru, on revient au BE2, BE3, CA2. Donc, BE2, risque d'incendie, BE3, risque d'explosion, et CA2, le fameux chalet en bois, hein, donc avec un matériau de construction combustible. Courant de fuite ou de défaut dangereux, les schémas TNC est interdit dans les lieux caractérisés par les influences externes BE2, BE3, CA2. Ceci comme l'ancien RJE. Par contre, un peu de mou dans les lieux caractérisés par les influences externes BE2 ou et CA2, il est cependant admis que le tableau principal de manœuvre et de répartition dans ces lieux soit alimenté en schéma TNC. Au niveau du courant de fuite toujours, ou de défaut dangereux, dans des lieux représentant un danger d'incendie accru. Donc, dans ces lieux, les circuits basse tension sont protégés par un dispositif de protection en courant différentiel résiduel dont le courant différentiel est inférieur ou égal à 300 mA. Là, il n'y a pas de changement. Par contre, le temps maximal de retard est indiqué dans un tableau. Et donc, on dit que pour des lieux BE2 ou CA2, le temps de retard calculé est comme si le différentiel était utilisé comme seule protection active contre les contacts indirects. Pour le BE3, il ne peut pas être retardé. Ça va, je ne vais pas trop vite? Eh bien, j'étais assez vite parce que nous sommes déjà à la pause.